Merci beaucoup Jean-Paul pour cette introduction. Je voudrais peut-être, au nom d'Entreprises et Personnels, vous dire aussi à quel point ce thème est important pour nous. C'est un sujet que nous suivons depuis de nombreuses années, qui a donné lieu à une publication il y a 1 an et demi maintenant d'une étude qui s'appelle Vivre ensemble, qui a été rédigée par Laurence de Révanière, que je remercie d'ailleurs à cette occasion, et qui a beaucoup fait travailler les adhérents d'Entreprises et Personnels. Donc c'est vraiment un fil rouge pour nous que de poser et de reposer sans cesse cette question de jusqu'où l'entreprise peut-elle aller, que peut-elle faire, comment peut-elle se saisir de ces sujets du vivre ensemble. Alors peut-être juste un petit rappel de quelques points qui peuvent, j'ai envie de dire, démarrer, introduire le thème d'aujourd'hui. Tout d'abord, vous rappelez une enquête qui avait été tout à fait intéressante sur le vivre ensemble, qui avait été menée à l'occasion du colloque du Conseil économique et social, et qui disait que finalement les Français, globalement, considéraient que dans la société, le vivre ensemble n'était pas un problème majeur. En revanche, pour 37% d'entre eux, il l'était dans l'entreprise. Donc il y avait là déjà un chiffre qui était assez inquiétant, et quand on allait plus loin en leur demandant mais pourquoi, qu'est-ce qui pose problème, ce qui sortait, les 4 causes identifiées étaient l'accroissement des inégalités sociales, la crise économique et financière, les extrémismes religieux et l'individualisme, dans cet ordre-là. Il y avait donc dans ces études et dans une autre étude européenne à chaque fois le fait que la France n'arrivait pas à faire du travail un facteur de lien social suffisant pour régler ces tensions qui étaient évoquées donc dans ces enquêtes. Quand on regarde également le baromètre de la discrimination, de la discrimination au travail. Vous connaissez là, je pense, tous ce chiffre. 1 personne sur 4 considère qu'elle a été victime de discrimination. Et même si c'est un chiffre en baisse, 34% sont capables de dire qu'ils ont été témoins dans le monde de l'entreprise, dans leur entreprise, d'une discrimination dans l'année écoulée. 34% dans la fonction publique, 38% dans le secteur privé. On est donc face à un sujet qui est tout à fait reconnu, prégnant, vécu, j'ai envie de dire, par les gens dans l'entreprise. Deuxième point que je voulais souligner, qui est peut-être pas assez perçu aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi de nouvelles sources de fragilisation autour de cette question du lien social dans l'entreprise. Toutes les questions autour du transport, toutes les questions autour de la difficulté d'accéder finalement à l'emploi, les questions de mobilité géographique et professionnelle, tous ces sujets-là finalement méritent aujourd'hui d'être embarqués dans cette réflexion sur la cohésion sociale au sein de l'entreprise, telle que nous la traiterons aujourd'hui. Et il y a aussi de nouveaux éléments qui apparaissent dans les enquêtes, alors c'est plus des monographies, de nouveaux éléments comme par exemple la maîtrise de l'anglais, comme par exemple tout ce qui est autour des outils numériques. Bref, de nouveaux vecteurs, j'ai envie de dire, qui risquent d'accroître un certain nombre de difficultés d'intégration et donc des formes d'exclusion qui vont émerger aujourd'hui dans les entreprises. Citons aussi toutes les réflexions sur les nouvelles formes d'organisation du travail, les nouveaux espaces, la façon dont on va vraiment penser l'activité professionnelle elle-même, qui peut là aussi être source de tensions au sein des entreprises. On peut citer le télétravail, mais on peut aussi citer la manière dont on aménage des open space, on peut aussi citer toute une série d'exemples qui semblent assez loin a priori de notre sujet, et qui finalement vont révéler un certain nombre de difficultés au sein des entreprises. Face à ces problématiques, je crois qu'il est important de souligner que les choses ont beaucoup progressé ces dernières années. Juste un chiffre, en 2004, il y avait 40 entreprises qui signaient la charte de la diversité, il y en avait 3400 10 ans plus tard. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une prise de conscience au sein du monde des entreprises, que vraiment aujourd'hui c'est un sujet qu'on traite, c'est un sujet qui est, j'ai envie de dire, qui est à l'ordre du jour. Quand on regarde dans les enquêtes ce qui fait que cet engagement s'affirme, les 3 premières raisons qui émergent ne sont pas forcément celles dont on aurait rêvé. La première, c'est la peur des sanctions juridiques. La deuxième,
restons optimistes, c'est vraiment le fait de développer un management de la diversité qui permettrait d'améliorer la fidélisation, l'implication de tous et donc vraiment des politiques de cohésion interne à l'entreprise. Le troisième sujet, c'est la réputation sociale. Les trois causes qui sont données finalement quand on regarde pourquoi les entreprises évoluent et bougent, c'est celle-là. Finalement, il y a une sorte de continuum qui est en train de se développer, qui part de respecter la loi, éviter les discriminations, améliorer, favoriser l'égalité des chances, gérer la diversité et finalement, effectivement, mener des politiques d'inclusion positives et volontaristes. Alors, par rapport à ce sujet un peu général des luttes contre les discriminations et de la cohésion sociale, il y a quand même quelque chose qui résiste autour des minorités ethniques. C'est certainement autour de cette question-là que les progrès sont les plus difficiles. Et c'est donc tout l'objet de cette matinée de débattre de ce point-là. Pourquoi, là-dessus, on a plus de mal? Pourquoi, finalement, depuis 10 ans, depuis 15 ans, c'est toujours les mêmes belles histoires et elles sont magnifiques qu'on nous raconte? Pourquoi est-ce que les choses n'ont pas plus progressé? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés, comme si là, il y avait quelque chose de peut-être d'un peu plus dur que ce qu'on a pu voir sur des sujets comme le travail des handicapés, l'égalité homme-femme, enfin, sur lesquels on pourrait encore beaucoup progresser. Bref, un certain nombre d'autres volets de ces sujets de discrimination. Juste quelques idées qui seront largement débattues, je pense. D'abord, je crois vraiment que dans les entreprises, en tout cas dans ce que nous voyons à partir d'entreprises et personnelles, il y a peut-être ce risque quelquefois de traiter le sujet diversité comme un tout, comme un ensemble, la politique diversité. Alors qu'on voit bien quand on rentre dans les sujets que c'est vraiment à chaque fois des problématiques différentes et qui mériteraient peut-être des stratégies adaptées, particulières, spécifiques. Alors que souvent dans les entreprises, on regroupe tout ça dans un grand paquet qui s'appelle lutte contre les discriminations ou politique de diversité. Deuxième chose, là, on touche là à quelque chose de très complexe qui est aussi le vivre ensemble, la convivialité, comme je le disais tout à l'heure. Très difficile de décréter des choses dans ce champ-là. Donc, c'est pas parce qu'on va faire une loi et une autre loi que tout d'un coup, les gens vont être heureux de vivre ensemble et vont partager. Donc, on voit bien qu'il va falloir toucher à d'autres ressorts, à d'autres fils que, en tout cas, uniquement la dimension juridique, qui peut aussi avoir, bien sûr, son rôle à jouer. Troisième élément, on est vraiment sur un sujet où il y a énormément de non-dits, de tabous, de choses dont on n'ose pas parler dans les entreprises. Maintenant, commencent à émerger quelques travaux sur le fait religieux dans l'entreprise, mais ils sont encore relativement rares. Toutes les questions du racisme, des stéréotypes, des représentations des groupes ethniques, tout ça est évidemment très, très actif dans les comportements des uns et des autres, mais ce sont des sujets dont il est très difficile, délicat de se saisir au sein de l'entreprise, alors qu'on voit bien que finalement, c'est aussi là qu'à un moment, ça résiste. Et puis, troisième élément, des approches souvent en silo. Finalement, les gens qui vont gérer la diversité dans l'entreprise, vous voyez, gérer la diversité, bon, déjà, ça pourrait interroger, est-ce qu'on gère la diversité? En tout cas, ceux qui sont responsables de ce sujet-là, quelquefois ne travaillent pas si bien que ça avec ceux qui sont du côté de la qualité de vie au travail, quelquefois ne travaillent pas si bien que ça avec ceux qui sont du côté des politiques RH, de fidélisation, de gestion des talents, de recrutement, de formation. Donc des approches un peu en silo qui font que pour que les choses se mettent réellement en œuvre et en pratique, il y a souvent au sein même de la façon dont on pose le sujet de l'action des éléments sur lesquels on pourrait progresser. Et puis dernier élément, alors qui est peut-être un peu plus difficile à travailler aujourd'hui, peut-être que les modèles théoriques à partir desquels on pose la question de la diversité, de l'inclusion et de l'exclusion sont aussi à interroger, sont aussi à questionner. On a finalement des travaux fondateurs sur l'identité au travail, je pense aux travaux de Robert Castel, des choses comme ça, et peut-être qu'il faudrait aussi savoir comment on peut aujourd'hui réinterroger ces modèles et peut-être les faire bouger. En tout cas, toutes ces questions nous ont amenés dans la préparation de cette matinée avec l'Institut Montaigne, finalement à donner la parole d'abord aux pistes, à ce qui se passe dans les entreprises et à essayer d'évoquer ensemble finalement comment on pourrait faire avancer
le sujet au sein des entreprises. Non pas raconter à nouveau toutes les belles histoires qui heureusement sont là pour nous nourrir, mais peut-être vraiment dire mais comment on peut faire avancer les choses. Et ce sera donc la première table ronde. Et puis ensuite, nous aurons une deuxième table ronde qui nous permettra peut-être d'élargir en se disant l'entreprise, est-ce que ça n'est pas aussi finalement le reflet de ce qui se joue dans la société, et est-ce qu'il n'y a pas, par une approche plus large, à comprendre ce qui fait que nous avons encore des blocages au sein des organisations. Voilà, et enfin nous aurons le plaisir d'avoir Jacques Toubon, défenseur des droits, qui fera donc la conclusion de cette matinée. Merci beaucoup de votre présence, et donc je passe la parole pour la première table ronde. Voilà, Stéphane. Merci.